Cuba, c'est 6000 km de plages quasi vierges. Alors que les îles voisines des Caraïbes accueillent des dizaines de milliers de touristes chaque mois, Cuba reste l'une des destinations les plus préservées. Les visiteurs sont peu nombreux. Les étrangers qui s'installent ici, encore moins. C'est pourtant le choix qu'a fait Stéphane Ferru, un agent de voyage français. Ça fait vite, c'est pas mal. Les plages incroyables, pratiquement personne pour l'instant. C'est quand même l'endroit le plus authentique de la Caraïbe. À 46 ans, il a passé la moitié de sa vie à Cuba. Sa compagne, Alina, est originaire de la Havane. Sa fille est née ici. Après des décennies d'isolement, Stéphane voit son île s'ouvrir au monde. Mon avenir, je le vois ici à Cuba, à continuer à voir l'évolution. On est en plein en cours, ça ne va pas s'arrêter comme ça. Et on va bien voir jusqu'où ça va aller. On est très heureux à Cuba. On travaille bien, le tourisme se développe et la famille aussi. Moins de 500 Français vivent à Cuba. Parmi eux, Michel, 67 ans. Il y a 6 ans, elle a quitté Toulouse pour prendre sa retraite près de la Havane. Immergée dans la vie locale. Quand j'ai trouvé toute cette chaleur humaine, quand j'ai trouvé ça, ça a été comme un aimant et j'y suis restée. Elle va accueillir un groupe de touristes toulousains et tenter de les convertir au charme de Cuba. À 900 km à l'est de l'île, Patrick Tesseron est producteur de cognac en Charente. Il vient 3 fois par an explorer les contrées sauvages de Cuba. En décembre, je rentre en France pour 6 mois. 6 mois? Et tu veux pas rester avec nous? Oui, on pourrait monter une affaire ensemble. Il s'est fixé une mission un peu folle. Sauver l'héritage des tribus indiennes qui peuplaient l'île jusqu'au XVe siècle. Il y a une humanité ici à Cuba, et je le dis et je le répète, qui n'existe plus ailleurs dans le monde. Donc ça, je vais les aider à mon petit niveau à conserver ça. Pour Patrick, Stéphane et Michel, Cuba, c'est avant tout un voyage dans le temps. Un patrimoine, une atmosphère unique qu'ils tentent de préserver. Car au pays de la salsa, une nouvelle musique résonne, comme un air de changement. À 45 minutes de la Havane, le petit village de Marbella prend chaque matin un air provençal. J'ai toujours le poing. Michel Claverie a réussi à importer ici quelques traditions de Toulouse, sa ville natale. Vous avez vu, il n'y a que les femmes qui marquent des points. Allez, roule, roule, roule. Eh, c'est mes boules de pétanque que tu viens de prendre. Ancienne fonctionnaire, Michel a découvert Cuba en 1988 lors d'un chantier de solidarité. Si, le poids est pour nous. Séduite par le pays, elle s'est installée dans ce village il y a 6 ans pour profiter de sa retraite. Elle a vendu ses biens à Toulouse pour acheter une petite maison à 30 000 €. Je crois que j'aime tout, j'aime la culture, j'aime les rapports avec les gens, les sourires. Hein. Parce que le Cubain, quand il a des difficultés, il rit de ses difficultés. Pour moi, Michel est plus cubaine que française, parce qu'ici, avec elle, on forme un groupe très soudé. Et avec cette femme, on partage tout, les bons comme les mauvais moments. Tu danses? Allez. Pas le temps de rester danser aujourd'hui.
Elle va accueillir à l'aéroport une famille toulousaine qu'elle ne connaît pas, mais qui a entendu parler d'elle. Michel va les guider bénévolement, comme elle le fait souvent pour des compatriotes en vacances. C'est des amis d'amis, on me les envoie et des gens qui ne connaissent pas Cuba, le premier jour, c'est bien aussi de rencontrer quelqu'un du même pays qui vit ici et qui peut leur indiquer les choses. Par exemple, le rythme de Cuba. Enfin, on arrive, bonjour. Vous allez bien? Ça va, enchanté de vous connaître, et Quentin. Voilà. Alors, quelles sont vos premières impressions? Que c'est inadmissible d'attendre 1h30 pour récupérer les valises déjà. Hein. Voilà la première impression. Hein? 1h30 pour récupérer les valises. Là, c'est la française râleuse. Michel va leur faire découvrir l'histoire du pays et le quotidien des habitants. Vous allez vous déplacer là-dedans aussi, hein, quand vous serez à la Havane, parce que je pense que la nuit à la Havane, pour vous, c'est pas tellement... Il vaut mieux que je vous indique bien ce que vous pouvez faire et vous revenez dormir à la maison. Pour nous, de ce qu'on entend en France, on s'est dit avant que ce pays soit transformé, eh ben, on va venir voir comment vivent vraiment les gens, quelle est leur vie, quoi. Bon, découvrir ce pays, hein, en fait, qui est resté un peu, comment dirais-je, naturel. Pour cette première nuit, la retraitée les accueille dans la modeste maison qu'elle partage avec son compagnon cubain, Roberto. Je ne pense pas pouvoir revenir au... C'est joli ça. Oh, gracias Roberto. Ouais. Comme beaucoup de Cubains, Michel et Roberto vivent avec peu d'argent et les moyens du bord. Mais tradition cubaine oblige, ils ont à cœur de séduire leurs invités. C'est ça Cuba. Délicieux. C'est très très bon. C'est très très bon. Merci. Demain, l'exploration va commencer. Michel commence par les emmener dans le sud de l'île, au bord de la mer des Caraïbes. Regarde comme c'est beau. Oh là, t'as vu? Arrête, tu vas me faire pleurer là. Hein? Il est ému parce qu'il a vu l'eau transparente. Oui. Ah ouais. Ah ouais. Moi j'ai toujours rêvé d'en voir une comme ça. Eh ben, tu vois. Ici, il y a 54 ans, la CIA a envoyé des combattants tenter un coup d'État contre Fidel Castro. Les soldats cubains ont réussi à repousser leurs ennemis américains. Oh, le cadre est paradisiaque. Hein? Le cadre là, c'est idyllique. Hein? Difficile d'imaginer qu'une bataille rangée s'est déroulée sur cette plage, la Playa Girón, le 17 avril 1961. Ça a duré moins de 72 heures et donc le 19, ils se sont rendus. Quand on vient à Cuba, c'est pas seulement les plages, il y a aussi l'historique, et même si l'historique est sur les plages. Et c'est quand même un moment, la Playa Girón, on en a entendu parler de la baie des Cochons en France et tout. C'est quand même important de le voir. Un champ de bataille, redevenu aujourd'hui un lieu de plaisir. Là, l'eau, on voit ses pieds et tout, c'est magique. Le souvenir de l'affrontement avec les États-Unis s'efface, d'autant que depuis quelques mois, les deux pays se rapprochent. Cet avenir proche, à court terme et à moyen terme, je le vois quand même avec sérénité parce que je pense qu'on veut garder les valeurs de Cuba. Il faudrait que ça change un peu pour eux, qu'ils aient plus de confort peut-être, un peu plus de facilité de transport, des choses comme ça. Il doit y avoir des choses à améliorer. Mais que ça reste quand même ce petit côté nature. Et ça, c'est vraiment une richesse. Hein. Une richesse que tous les Français de Cuba ont à cœur de partager. La grande majorité d'entre eux vit à La Havane et travaille dans le secteur du tourisme. Dans un faubourg de la capitale,
Stéphane, l'agent de voyage, et sa famille occupent le 2e étage de cet immeuble. Salut. Bonne journée. Tout va bien. T'as pris ton petit déjeuner? Oui, j'ai pris du lait, j'ai pas le temps là. 60 mètres carrés pour 3 personnes. Un luxe pour la Havane. Si la famille franco-cubaine mène aujourd'hui une vie confortable, les débuts ont été difficiles. Là, j'étais sur le point de faire mon premier voyage à Cuba. À 18 ans, Stéphane a quitté la France pour sillonner le monde. Il s'est posé à Cuba après 8 années de voyage et est tombé amoureux de l'île. Oui, je me dis souvent, arrivé ici à 26 ans, j'étais un peu inconscient quand même. Il y avait un côté un peu explorateur. Cuba n'allait pas s'ouvrir sous grand chose à part le tourisme dans les 200 prochaines années. Et pour l'instant, 20 ans après, c'est toujours ça, il n'y a pas grand-chose d'autre. 20 ans plus tard, l'explorateur est donc devenu guide touristique. Expert de Cuba, même pour les Cubains. Il connaît les moindres recoins de la vieille Havane. Combien de temps a vécu Hemingway ici? Combien? Je sais pas. Ah bon? Quoi? ¿Cuánto tiempo vivió aquí? Depuis 1932 jusqu'à 1939. 7 ans. 7 ans, ouais. Depuis 9 mois, le Français forme de jeunes Cubains à devenir guides touristiques. Qu'est-ce que c'est? Des Arabes. Hein? Le musée des Arabes. Bah, pas seulement. C'est la mosquée. Cette formation est une petite révolution, car jusqu'ici, les guides cubains dépendaient tous de l'État. Depuis quelques années, ils peuvent être engagés par une entreprise privée comme celle de Stéphane. Alors, C'est la vieille place où on est maintenant. En fait, la vieille ville, c'est pas un musée. Il y a beaucoup de gens qui habitent dans les maisons. Parmi les élèves, Maria, 26 ans. Elle s'entraîne devant ses futurs collègues. Beaucoup de gens qui habitent ici. Derrière, il y a des bâtiments qui étaient près de la presse ça fait quelques années. Et on a fait la restauration. est-ce que tu utilises les pancartes avant-après, là? Classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, la Plaza Vieja et ses maisons coloniales du XVIe siècle ont été rénovées. Vitrine du tourisme à Cuba, la ville est aujourd'hui en pleine reconstruction. Les guides, petit à petit, à avoir les relations avec les étrangers, ils se rendent compte, les Français ou les Européens s'intéressent plus à certains thèmes qu'à d'autres, qui pour eux étaient complètement sans intérêt, donc ils vont orienter leur discours aussi en fonction de ça. Parmi les thèmes qui intéressent les touristes, la vie quotidienne dans un des derniers pays communistes du monde. À côté, il y a une bodega qui est très typique dans la vie des Cubains parce que ça fait partie de l'histoire sociale. Les bodegas sont des magasins qui appartiennent à l'État. Les produits sont subventionnés, donc bon marché, mais les achats sont rationnés. Il y a tous les produits, la quantité que chaque personne reçoit. Ça, c'est un carnet. Et on note tout. C'est par mois, c'est tout très organisé. Avec l'amélioration du niveau de vie à Cuba, les habitants ont moins recours à ces boutiques. Ça paraît être un système un peu caduc. Et pourtant, ici à Cuba, l'organisation sociale, ça fait partie vraiment du typique, quoi. Nous sommes en pleine évolution à Cuba. Donc ça va disparaître un jour, bientôt. Les bodegas pourraient passer à la postérité comme une étape folklorique sur les circuits touristiques. Regardez, c'est typique du pays. Il a un chapeau cubain et un cigare de la Havane. Cuba n'a jamais accueilli autant de touristes. Ils veulent profiter de l'île avant le changement. 3 millions d'étrangers ont visité le pays l'an dernier. Il en attend 2 fois plus d'ici 5 ans. Hasta la victoria siempre. Le pays peut-il réellement faire face à cet engouement? Au cœur du centre-ville, dans les bureaux de l'agence de voyage de Stéphane, la journée se poursuit avec son lot de problèmes. Vos valises ne sont pas arrivées hier soir, c'est ça? Deux jours. Les petits détails d'organisation, on se dit qu'il faut prendre un taxi qui est tombé en panne. Moi, j'ai beaucoup de mal, parce qu'on a des standards, il faut que ça aille vite. Moi, c'est vrai que les Français, je pense que
Et quand ça va pas vite, ça m'énerve. Et c'est vrai qu'Arina m'a dit, mais si, il faut déconnecter complètement. Et c'est vrai qu'on a du mal. Paradoxalement, l'afflux de touristes à la Havane devient pour Stéphane un casse-tête. Principal problème, trouver des places dans les hôtels ou les casas particulares, les maisons d'hôtes. Et il manque de place, il manque d'infrastructures. Que ce soit en hôtel, on a eu le boom des casas particulières à Cuba depuis 2 ans, mais même ça suffit pas. La solution, Stéphane va aller la chercher loin de la capitale. Le lendemain, des plantations de tabac, des collines où le temps semble s'être arrêté. Le calme absolu, ou presque. Un peloton de VTT fait irruption dans le paysage. Montez, descends, montez, descends. Avec des pisteurs cubains, Stéphane repère un nouvel itinéraire pour ses clients. Prenons ce chemin. Des pitons calcaires qui datent de la préhistoire, aux pistes d'argile rouge, ce sera l'aventure. Ah non, c'est là. Mais moi, je peux pas passer au milieu, là. C'est pas possible. Depuis quelques mois, il cherche des activités pour ses clients à l'écart de la Havane, déjà saturée de touristes. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de VTT à Cuba, voire pratiquement rien. Et donc, important d'ouvrir des voies, comme celle-ci, la descente, des obstacles. Et voilà, attirer une nouvelle forme de clientèle aussi. Le message qu'on perçoit depuis ici, c'est qu'il faut qu'on vienne avant que ça change. Donc il y a énormément de demandes. C'est tellement varié, on a tellement de choix entre la partie culturelle, la nature, la mer. C'est quand même l'idéal comme destination. Et il y a encore beaucoup à découvrir. À 900 km de la Havane, la région de Baracoa n'est accessible par la route que depuis 1960. Rares sont les étrangers qui viennent jusqu'ici. C'est précisément ce qui attire Patrick Tesseron. À combien est le kilo de tomates? 30 centimes. Donne-moi 1,5 kg. Patrick a découvert par hasard Baracoa il y a 15 ans, une des régions les plus isolées de l'île. Ok. Moi, je m'adapte, je fais comme les Cubains. Quand il n'y en a pas, ben, j'en mange pas, je cherche autre chose, voilà. Tout le monde n'a peut-être pas suffisamment à manger tous les jours, mais bon, il y a une solidarité ici qui fait que tout le monde réussit à bien manger quand même, quoi. Ciao, gracias. Producteur de cognac en France, il vient ici 3 fois par an. Hola, niño. Tu peux m'emmener sur le front de mer? Patrick a fait de ce lieu préservé une deuxième patrie. Ce sont des gens qu'on peut, qui partagent tout, qui ont une grande culture, et ça me plaît, quoi. Voilà, donc je me sens bien ici, je suis heureux ici. Il n'est pas en vacances. Il a une passion pour l'histoire des tout premiers habitants de l'île, des Indiens décimés par les conquistadors et oubliés des livres d'histoire. À chaque séjour, il explore la région à la recherche de vestiges de cette civilisation. Il part aujourd'hui découvrir des grottes dont cet ami lui a parlé. Roberto, c'est un archéologue très réputé ici à Cuba. Il a à peu près 30 ans de fouilles sur la zone de Baracoa. Et l'analyse de ces grottes est très importante pour nous, pour pouvoir archiver en fait le patrimoine taïno. Les Taïnos, c'est le nom de la tribu indienne qui peuplait Cuba avant l'arrivée des colons. Patrick va explorer ce qui fut leur territoire. Et il a un autre projet encore plus ambitieux. Reconstituer dans les montagnes un village indien. Pour atteindre les grottes des Indiens Taïnos, il faut 2 heures de route.
puis une longue marche dans la forêt tropicale. Fais attention avec ta machette. Regarde-moi ça. Viens voir ce que j'ai trouvé. Regarde, il faut que tu vois ça. À l'intérieur de la grotte, Patrick découvre des dessins réalisés il y a plus de 1000 ans par les Indiens. On a découvert un visage, il y a 2 yeux, le nez, la bouche, et une caractéristique très importante, on dirait des larmes. La largeur est de combien? 15 cm. 15 centímetros. Et entre les 2 yeux, il y a combien? 3 cm. Ok. On est en train de prendre toutes les précautions pour éviter que tout soit altéré, que ces dessins se détruisent, ou que ce qui est arrivé dans les années 1800 arrive à nouveau, quand beaucoup de dessins, de gravures ont été volés et sortis du pays. Peu préoccupé par la préservation des sites, l'État cubain a laissé ce patrimoine à l'abandon. Plus de 1000 grottes autour de Baracoa n'ont encore jamais été explorées. Je prends une autre photo? Oui, c'est bien. Avec l'ouverture au tourisme, le pays commence à mesurer l'importance de cet héritage. Aujourd'hui, les Cubains sont en train de redécouvrir leur patrimoine, qui demande qu'à être publié, qu'à être sorti de l'oubli, quoi. Allez, on rentre. Tranquillement. Nous allons prendre le chemin qu'empruntaient les Indiens Taínos. Et pour aller au bout de ses ambitions, Patrick troque sa chemise d'archéologue pour celle de professeur. Le français apprend aux enfants cubains leur propre histoire. Regardez, ces pierres ont plus de 1000 ans. Ces pierres-là? Oui, c'est ça. Mais écoute bien. Ces pierres formaient un chemin qui allait de la cascade, qui servait de réservoir d'eau aux Indiens, pour arriver jusqu'à leur village, sur le Mirador, où nous allons nous rendre. C'est plus facile de monter que de descendre. Dans quelques mois, Patrick se lancera dans son nouveau défi. Allons sur le Mirador. Attention, c'est dangereux. Il va édifier un village indien sur les hauteurs de la colline, un des plus beaux sites de la région. On va s'arrêter là. Regardez comme c'est beau ici. On va faire un petit village, si Dios quiere, comme on dit, si Dieu le veut, avec des ateliers pour apprendre aux enfants la céramique, comment on faisait des robes en coton. Donc c'est important qu'ils viennent au départ de ce projet-là, parce que je pense que quand ils auront 18-20 ans, certainement qu'il y en a quelques-uns qui vont nous aider à prolonger l'histoire. Qui était déjà venu ici? Personne. Ah, personne? Parce qu'on ne savait pas que cet endroit existait. S'il n'y avait pas eu le projet de Patrick, on ne serait jamais venu là et on n'aurait jamais vu le panorama. Moi, je voudrais dire merci au professeur. C'est très gentil tout ce qu'il a fait pour nous. Sans vous, Patrick, ils n'auraient pas découvert tout ça, sans doute, ici? Alors, ils auraient peut-être découvert un jour, mais bon, disons que c'était une façon de leur faire connaître un petit peu leur environnement, leur patrimoine. Et puis ils sont tellement gentils, tellement super, ils s'intéressent, ils ont soif d'apprendre, tout ça. Moi, ça me plaît. Et ça me donne de l'énergie en plus. Et c'est la relève qui se prépare. L'hiver prochain, Patrick posera à cet endroit les premières pierres de son village, destinées non pas à accueillir des touristes, mais à sensibiliser les Cubains à leur propre histoire. Après les plages de rêve, Michel et ses amis de Toulouse découvrent les marais de Cuba dans le parc naturel de Zapata.
Classée réserve de biosphère par l'UNESCO, la lagune est réputée pour la richesse de son écosystème, le plus exceptionnel des Caraïbes. Les Indiens Taïnos, chers au cœur de Patrick, vivaient aussi sur ces petits îlots. Ils avaient la tête un peu allongée, en peine de sucre. Leur territoire est aujourd'hui un parc à thème, censé raconter l'histoire des Indiens, bien éloigné du projet culturel et éducatif de Patrick. Certains Cubains essaient de profiter de l'engouement pour leur pays en proposant à la hâte de nouvelles attractions. J'ai vu le monsieur déguisé sortir devant la porte et quand il a vu arriver des gens, il est rentré vite, prêt à... J'ai dit, mon Dieu, j'ai dit au petit, je lui ai dit, on est vite, hein. Allez, on fait le tour là-bas. Je trouve que c'est une pâle imitation de la réalité. Ah non, je n'aime pas du tout ces trucs-là. Peut-être les gens le demandent aussi, il y a certaines personnes qui le demandent. Nous, on ne le demande pas parce qu'on cherche l'authentique. Mais il y a des personnes... Tu crois vraiment qu'il y a des gens qui peuvent demander? Ah ouais, je crois. Je crois. Il y a des gens qui aiment ça, moi j'aime pas ça du tout. Retour donc à l'authentique Cuba pour Michel et ses invités. Elle les emmène passer la nuit chez un ami qui loue les chambres de sa maison. Regardez, qu'est-ce qu'elle va me faire encore? Génial! Ce soir, vous allez prendre l'apéritif, dîner, écouter de la salsa, et si vous êtes sympa, goûter une autre spécialité de Cuba, sauf pour le petit garçon, bien sûr. J'ai hâte d'être là-haut, manger là-haut sur la terrasse en regardant la mer, et viva Cuba! Pour Luis, le propriétaire des lieux, accueillir des touristes est une découverte. Là, vous avez du crabe, et là, du crocodile. Il a très longtemps été interdit aux Cubains de louer leur maison à des étrangers. L'ouverture récente a aussi levé cette barrière. T'en as déjà mangé? Alors que le salaire moyen est de 17 € par mois, Luis peut désormais louer ses chambres 15 € par nuit. Pendant longtemps, il y avait beaucoup d'interdits. Énormément d'interdits. Et puis, au fur et à mesure, ils ont été levés. Depuis quelque temps, on peut vendre sa maison, acheter une voiture, et surtout, on peut aujourd'hui louer ses chambres. Et en plus, pour les touristes qui viennent ici, c'est mieux, parce qu'ils voient comment on vit. Ils dînent et parlent avec nous. Un hôtel, c'est moins chaleureux. Depuis quelques mois, sa maison d'hôte affiche tous les jours complets. Pour les touristes toulousaines, la fin du séjour approche. Et elles ont finalement adopté le rythme cubain. Dans leur maison d'hôte, elles terminent par un des incontournables de Cuba, la soirée salsa. J'étais en train de dire à Mireille, là je comprends qu'elle aime Cuba. C'est ça qui lui plaît, c'est la vie comme ça en fait. Moi je suis heureuse de leur montrer. Voilà ce que ça me fait. Ça me fait plaisir et j'espère qu'elles en profitent autant que moi du spectacle. Para poderme casar y si lo llego a lograr ser un guajiro dicho